Dans le cas de la vie en BD, on plonge maintenant vers un recueil, un collectif qui est sorti il y a déjà quelques temps, quelques semaines. C'est du côté des éditions Sawin. Ça s'appelle Les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. C'est un peu dans la foulée des 5 endroits les plus hantés au Québec qui étaient sortis il y a quelques temps. Alors, les éditions Sawin et son éditeur Nick Michaud reviennent avec donc un ouvrage collectif qui, cette fois-ci, s'intéresse, c'est dans le titre, aux grands mystères extraterrestres. Donc, un collectif qui est formé de Nick Michaud, de Valmont, de Julien Dallaire-Charret, de Guillaume Demers et de Hoshi. On a 3 des 5 auteurs, créateurs derrière ce collectif avec nous aujourd'hui. Nick Michaud, salut. Allô, allô? Guillaume Demers, bonjour. Allô? Et Julien Dallaire-Charret, salut. Salut, bon matin. Alors, d'emblée, en fait, Julien, Nick, vous étiez les deux sur les endroits les plus hantés. Vous avez décidé, en fait, soit d'initier, soit de poursuivre avec ce projet-là. Est-ce que les extraterrestres, ça s'est un peu imposé de facto après s'être intéressé aux endroits les plus hantés? Ben, c'est pas mal un autre mystère. Il y a les fantômes et je me dis, quelle autre affaire qui font peur aux gens, qui est mystérieux pour nous parce qu'on n'a aucune réponse. Et les extraterrestres, ça allait de soi. Donc, ça a été choisi pas mal au lancement de les 5 endroits les plus hantés au Québec. On a dit, OK, on y va avec les extraterrestres. Puis, il y a Julien qui est revenu. Et je voulais avoir d'autres mondes aussi pour faire différents, d'autres univers différents, d'autres types de dessins. Et Guillaume était déjà très intéressé, même au lancement de l'album des 5 endroits les plus hantés pour embarquer dans cet album-là. Fait que ça allait de soi qu'il était dans l'album. Et qu'est-ce qui accroche avec les extraterrestres? Est-ce que c'est justement le côté, les trucs sans réponse, le côté intriguant? Je veux dire, pour les trois, là, qu'est-ce qui vous accroche dans ce type de sujet-là? Ben, c'est très fascinant parce que, comme tu disais, il n'y a aucune réponse réelle. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Peut-être d'autres gens y en ont vu. Mais c'est ça, on voulait se plancher là-dessus, puis on voulait vraiment avoir quelque chose de solide. C'est pour ça qu'on a contacté la QU. Et les autres nous ont conté des histoires qui ont vécu, qui ont enquêté. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé avec eux autres pour avoir leurs histoires et on les explique dans l'album. Ouais, Et ça, puis moi, évidemment, vas-y, Julien. excuse-moi, mais ce que je trouvais intéressant, Nick dit qu'il y a mystère inconnu. C'est vrai, mais je trouvais qu'il versus les endroits hantés qui étaient beaucoup basés sur des contes et légendes, souvent, il y avait quelques trucs plus récents, là, mais souvent, c'était des trucs d'esprit ou de folklore, tandis que là, on avait des faits plus récents. Si on parle, on couvre ces années 80 aujourd'hui. Et je trouvais que autant que c'est ça, il y a un mystère, il y a un côté inexpliqué, mais en même temps, il y avait beaucoup d'ouvrages, de couvertures, même des rapports de police ou des trucs comme ça. Puis je trouvais que c'était un autre pilon, là, ça rend ça encore plus attrayant parce que c'est pas juste ah oui, là, il y a une fille dans cette forêt-là, là-bas. Il y a comme il y a des gens, il y a eu des témoins, il y a eu des histoires. Moi, c'est ça qui me plaisait bien là, de cet aspect-là des extraterrestres. Les 5 plus grandes fées au Québec, ça pourrait être un prochain album. Voilà. Puis toi, Guillaume, côté extraterrestre, qu'est-ce qui t'accroche? Est-ce que c'est un peu dans la même ligne que Julien Pinique? Oui, je pense que c'est un peu universel. En fait, les extraterrestres ont cette capacité-là de nous sortir de notre quotidien puis de faire une espèce d'extension à nos vies. On se dit que c'est tous, on se dit tous que c'est possible, en fait, que ça existe à quelque part. Puis je pense qu'on a tous un peu cette fascination de se demander si la vie existe ailleurs. Donc, de s'imaginer ou d'aller constater des faits qui ont été relevés, d'histoires de rencontres. Je pense que même si le sujet, à prime abord, ne nous parle peut-être pas, il y a quelque chose d'intriguant puis de fascinant là-dedans. Puis j'ai été piqué dès le début, là, au lancement des 5 endroits les plus hantés, comme le dit Nick. Puis, mais je pense que ça rejoint tout un peu notre fibre intriguée, si je peux dire. Alors, il y a deux éléments qui ont été mentionnés sur lesquels je vais vouloir revenir. Parlons d'abord, en fait, Nick, tu mentionnais tantôt, pour la création de l'album, vous avez rencontré l'Association d'ufologie du Québec. Ça vous a fourni une base d'information, parce que dans le fond, on dit les 5 plus grands mystères extraterrestres du Québec. Il faut s'assurer qu'on a les plus grands, donc d'entrée de jeu, valider une sélection. Et de l'autre, Julien parlait tantôt de dossiers d'enquête, de dossiers de police, d'entrevues. Il y a aussi beaucoup de matériel qui a été ramassé autour des cas que vous explorez dans l'album également. Donc, parlez-moi peut-être un peu d'entrée de jeu de la rencontre avec cette équipe-là. Puis j'imagine que
ça doit être aussi assez, je veux dire, on doit se sentir comme dans un vrai dossier mystère là, pour les plus vieux d'entre nous. C'était Oui, vas-y, Julien. Ben, j'allais dire, moi, c'était dans mes hauts faits 2019, c'était vraiment rencontrer Gilles Milot, là, qui est le président. Puis c'est ça, on était montés les trois ici, en fait, là, dans la voiture Annick à Montréal. Ben, lui, il était en banlieue, là, vers le nord. Puis c'était, comme tu dis, dossier mystère. Moi, j'espérais que ça soit un peu comme ton derrière, là, Raymond, tu sais, que ce soit une bibliothèque plein de livres d'ufologie. C'était exactement ça dans son sous-sol. Là. Puis juste là, j'étais super content. Puis, ouais, ben, c'est ça. Et je laissais Nick continuer là, sur les trucs sérieux de la rencontre, mais c'était vraiment agréable. Puis c'était au-delà de mes attentes, là, je dirais. Oui, il y a beaucoup des bonnes histoires. Tu sais, il y a des histoires qui étaient déjà connues, qu'on voyait sur Internet, puis tout ça, mais avec l'AQU, il nous a sorti des histoires un peu underground, mais qui l'ont vraiment marqué. Il nous a vraiment dit ces deux histoires-là. Il a fait des enquêtes, ils ont fait le mot ne me vient pas. Il a hypnotisé des gens. Et ils ont vraiment une façon particulière. Puis il a dit ces deux cas-là, à 150 il confirme que c'est arrivé. Donc, c'est ça qui est le fun pour ça, parce qu'il garde quand même un certain. Des fois, s'il n'est pas sûr de l'histoire, il ne la dira pas, mais comme celui-là, il nous le confirme. Fait que c'est le fun de savoir qu'il est quand même assidu dans ses recherches et ses enquêtes. On est arrivé là, puis je pense qu'on avait on avait une présélection. En fait, Nick avait déjà dégagé certaines histoires, puis il y en avait qui nous parlaient là, aux différents auteurs du projet. Mais quand on les a proposés, en fait, à Gilles Milot, le président de l'AQU, il en a confirmé quelques-unes, puis il nous a sorti des dossiers qui, selon lui, semblaient plus étoffés, plus importants. Donc, ça l'a réorienté le choix de certaines des histoires, puis son input, comme on dit en bon français, a été vraiment précieux pour ça. Puis je pense qu'entre autres, grâce à lui, on a eu accès à plus de matériel qu'on en avait besoin pour faire nos 8 pages qui couvrent chacun des cas, chacun. Là. On avait vraiment beaucoup de matière là, à explorer pour les récits, fait que ça a été vraiment un apport précieux. Oui, puis j'imagine, en fait, juste quand on parle de témoignages sous hypnose, de ce type de matériel-là, même pour un auteur, pour se mettre dans le bain un peu, pour comprendre un peu la dynamique, ça doit devenir assez riche. Ça permet de pousser un peu plus loin que si on s'était simplement, entre guillemets, simplement évidemment, là, mais référer à des articles de journaux, à une recherche Internet. Donc, on a une valeur plus. Tout à fait. Ben, l'hypnose, en fait, ça permet de déceler les canulars. Ils font ça séparément. Mettons qu'ils sont 4-5 personnes à avoir vécu la même histoire. Ils les font séparément, l'hypnose, et ils posent des questions pièges. Donc, si dans ces questions pièges-là, c'est toute la même réponse qui revient, et donc, c'est comme ça qu'ils permettent de déceler, si ça ne marche pas, l'histoire d'un à l'autre, OK, ils ont inventé ça de toutes pièces, mais ainsi, c'est une bonne façon pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui se sont passés. Oui, puis de valider parce que souvent, dans le fond, de ce qu'on remarque, c'est beaucoup, dans le fond, en fonction du témoignage. Bien souvent, il n'y a pas nécessairement tant de preuves que ça. Il y a des cas où il y a plus d'autres informations. Tu sais, je pense par exemple à l'histoire qui est portée par Julien dans l'album. Là, il y a eu des recherches scientifiques, il y a eu des échantillons qui ont été pris, il y a des éléments plus physiques. Dans d'autres cas, c'est littéralement la parole des gens. Donc, la question, c'est toujours de voir est-ce qu'on est capable de trouver une réponse rationnelle. S'il n'y a pas de réponse rationnelle scientifique, puis qu'il y a encore une zone de gris, ben peut-être que justement, c'est des extraterrestres. La porte demeure entrouverte, si on peut dire, pour ce type d'hypothèse. Puis l'AQU, je trouvais qu'il y avait un. On connaissait l'organisme de réputation, là, mais je veux dire, c'est rendu là-bas, ça m'a un peu rassuré. Là. Moi, je suis un grand sceptique là, par rapport à tout ça. Puis c'est vraiment une rigueur. Puis comme Nick dit aussi, puis leur site, eux, ils servent aussi de. Ils reçoivent des témoignages beaucoup par écrit. Là. Supposons, hier soir à Beauport, j'ai vu une lumière dans le ciel, tout ça. Puis là, Gilles nous montrait ça. Là, eux, ils ont des datas, il y a des gens qui vérifient, puis souvent, ils sont capables. Là, je pense que 98 des cas, c'est juste il y a eu un éclat ce soir-là, ou telle affaire, ou tel phénomène, là, où il dit les lampes thaïlandaises l'été dans les mariages, ils ont tout le temps 200 appels d'OVNI le lendemain, des trucs comme ça. C'est ça, en partant, sont pas, eux, leur but, c'est pas de trouver le plus de cas d'extraterrestres possible du tout. Au contraire, c'est
de trouver sûr que, ben là, on a parlé aux gens. Puis souvent, comme c'est ça, les cas qu'on a dans l'album, c'est Gilles, personnellement, des fois, qui est allé enquêter avec ses collègues. On fait des entrevues, reportages, il fallait vérifier, contre-vérifier. Puis c'est sûr, la personne là-dedans est un enquêteur professionnel, là, mais ils ont quand même il y a un souci de faire ça comme il faut. Puis moi, je trouvais que ça donnait vraiment une valeur là, aux histoires qu'on portait après, que c'était pas juste, comme tu dis, le Joe qui a vu une lumière dans le ciel, puis on passe un article de BD sur ça au complet. Il y a vraiment un bon fondement. Là. Mais c'est sûr que tout ça aussi, évidemment, qu'on croit ou non aux extraterrestres, l'enjeu dans un album comme celui que vous avez fait, c'est d'abord et avant tout de trouver la bonne histoire. Dans le fond, de trouver des mystères qui ont une valeur pour les experts de ce champ-là ou pour les gens qui s'y intéressent pour vrai, pour ne pas rapporter n'importe quoi, dans le fond, pour essayer de se documenter et d'être fidèle à ce qui s'est peut-être passé. Mais de l'autre, votre plaisir à vous, c'est aussi de raconter une bonne histoire avec ça, puis trouver une façon après ça de partir de l'enquête puis de l'amener en bande dessinée. C'est un bon défi. Les premières recherches, c'était le fun parce qu'il y avait des histoires loufoques d'extraterrestres. C'est pour ça que certains gens méfient de ces histoires-là, mais des fois, je trouvais des affaires. Un gars qui peignait les relations sexuelles qu'il y a avec les extraterrestres. Il y a eu toutes sortes d'histoires. C'était rigolo. Mais OK, là, il faut vraiment tasser toutes ces affaires-là, toutes ces cochonneries-là, puis aller dans le plus sérieux. Et oui, on a fait des bonnes recherches de départ. Puis après ça, avec la Q, ben c'est déjà là, ça confirmait nos choix et même plus. Et donc, on reçoit... Oui, vas-y, Guillaume. Je pense que, somme toute, dans l'album, il y a un bel équilibre entre des cas où il y a vraiment des faits qui ont été rapportés, qui sont étoffés, des photos, des vidéos, des échantillons qui ont été prélevés, puis tout ça, et d'autres histoires qui, comme la mienne, ne sont presque qu'exclusivement constituées de témoignages, mais qui avaient une grande valeur narrative, puis qui, quand même, était crédible de par le fait qu'on ne percevait pas aucun intérêt de la part des personnes qui ont rapporté ces choses-là de gagner de la popularité ou d'attirer l'attention sur eux. Puis comme l'expliquait Nick, dont l'hypnose a un peu confirmé, si j'ose dire, là, leurs propos. Donc, je pense que l'album a quand même su aller chercher dans les deux tales, si je peux dire. Là. Donc, d'un côté, des histoires vraiment plus scientifiquement appuyées, puis d'un autre côté, des histoires vraiment qui peuvent sembler un peu plus abracadabrantes, mais qui restent quand même très intéressantes, même si on ne s'appuie presque qu'exclusivement sur les témoignages. Oui, puis en même temps, à un moment donné, il faut de la variété aussi dans le recueil. Si on a 5 fois un peu le même type d'histoire, le même type d'enquête, on perd un peu la variété. On a une variété dans les styles, mais après ça, on n'a pas de variété dans le ton. Donc, c'est important d'avoir des histoires qui se passent dans le bois, des histoires qui se passent en ville. C'est important d'avoir des histoires qui sont peut-être plus des enlèvements, d'autres qui relèvent plus, dans le fond, d'un truc qui a été retrouvé par après. Donc, de jouer un peu avec tout ça. Puis j'imagine que ça aussi, ça a joué de votre côté en fonction des suggestions de M. Milo, en fonction de vos recherches, de dire, OK, voici, on a 5 histoires qui se complètent bien, puis qui plaisent aux auteurs, puis de laquelle vous êtes capable aussi d'aller chercher une trame narrative, d'aller développer quand même un 8 pages où on est capable de le... Parce que c'est l'art du bref, c'est pas évident de faire du court, donc on est capable de faire bref, puis on est capable de faire intéressant. J'ai l'impression que c'est comme une grosse checklist que vous devez faire dans une situation comme ça. Oui, puis je pense, Nick, c'était vraiment sa partie du travail, il a chapeauté ça. Puis je sais que souvent, il y a une histoire, il l'associait déjà à un auteur. Des fois, comme tu dis, les scènes extérieures, je les vois plus par tel ou des choses comme ça. Ou c'est ça, l'idée, c'était de rendre ça intéressant puis plaisant à faire pour tout le monde avec le contenu qu'on avait. Est-ce que vous avez déjà, dans le fond, est-ce que c'est Nick vraiment qui t'a attribué plus aux auteurs les histoires ou est-ce que au film, mettons, Guillaume me dit, mettez l'histoire, moi, je la veux, là, je m'en réserve, celle-là, ça m'intéresse, ça me parle. Exactement ça qui est arrivé. Celle à Montréal, l'hôtel Bonaventure, je voulais que ce soit Guillaume qui a fait, puisqu'il y a beaucoup de buildings, beaucoup de décors et tout ça. Et les décors à Guillaume sont vraiment sa coche. Donc, je dis, hey, ça te tenterait-tu de faire celle-là? Oh, j'aimerais bien avoir celle que Gilles nous a contée tantôt. Puis tout ça, c'est en revenant de Montréal. Ah, OK, c'est parfait. Puis je l'ai donné à Oshi, l'autre à Montréal, l'île Bonaventure, pas l'île Bonaventure, l'hôtel Bonaventure.
Et il a fait vraiment de quoi de magnifique. Là. Je suis très content. Parce que dans le fond, pour le contexte, peut-être, puisqu'on est un peu sur l'histoire de Guillaume, c'est une histoire d'enlèvement essentiellement. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben, je pense que c'est une histoire qui a beaucoup marqué M. Milo, là, le président de l'AQU, parce qu'il était quand même relativement proche des deux personnes, des deux principaux intéressés, qui étaient un jeune couple qui se voulait infertile. Puis le récit de leur enlèvement, c'est comme répercuté sur 2 soirées. Donc, une soirée où ils ont été témoins d'un ovni, puis une autre soirée où il y aurait eu l'enlèvement. Enlèvement qu'ils n'ont retrouvé que par l'hypnose par après, parce que ils s'étaient rendus compte au matin là, qu'il y avait plusieurs choses qui avaient l'air de s'être passées pendant cette nuit-là. Donc, ils sont allés de leur propre chef là, consulter un hypnologue. Puis, cette histoire-là avait une charge émotive, je pense, qui était très forte. C'est ce qui, moi, m'a attiré vers ça. Puis, comme bon, ils ont eu un enfant, ce couple-là, un enfant un peu mystérieux. Puis, comme il est encore, tu sais, je veux dire, ça s'est passé, je pense, en 2010. Donc, c'est aujourd'hui un enfant qui a 10 ans. C'était très proche de nous. Puis, il a même essayé de les appeler là, pendant qu'on était là pour voir si on pouvait avoir leur avis sur ce projet-là de bande dessinée. Bon, ils n'ont pas répondu. Mais ça semblait être une histoire qui était quand même très proche de nous et de Gilles Milo. Puis je pense que c'est ça qui a résonné en moi surtout, là. Oui, ben en fait, toutes les suites, parce que dans le fond, au-delà de la rencontre extraterrestre, ben après ça, on a la grossesse, on a le processus d'enquête aussi, parce que c'est dans la tienne, en fait, sur le processus d'hypnose, c'est là qui est beaucoup quand même détaillé, donc qui est amené. Puis après ça, dans le fond, on ouvre sur tu sais, comment on vit avec une grossesse qui s'est passée dans un contexte quand même un peu trouble où on n'arrive pas nécessairement à. Donc, effectivement, je comprends bien la notion de charge émotive là-dedans. Là. Oui, puis je pense que c'était vraiment, on est à la définition même du fantastique au sens où on ne sait pas du tout si ce récit-là est vrai. Puis il y a toujours cette tension-là entre est-ce qu'ils disent la vérité ou est-ce que cette histoire-là est montée de toutes pièces puis que ça n'a juste pas de bon sens. Donc il y a cette tension-là qui reste très intéressante. Puis il y a toujours juste assez d'éléments au fur et à mesure que l'histoire avance pour nous faire croire que ça peut être possible. Puis je pense que c'est cette dimension-là aussi qui m'a interpellé. Oui, puis la structure, en fait, justement, avec une narration externe, un peu façon enquête, puis c'est valide aussi dans d'autres histoires, mais ça permet aussi des ellipses, parce que dans la tienne, ça se passe quand même sur plusieurs mois, plusieurs années. Oui. Donc, nécessairement, ça devient utile d'avoir cette narration-là. On peut passer d'un élément à Mhm. l'autre, on peut amener l'enfant en cours de route aussi, le personnifier, sans que ça ait l'air garoché non plus. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai carrément utilisé là, Gilles Milo comme narrateur. Puis la façon qu'il nous a raconté cette histoire-là, je pense que quand je suis sorti de la rencontre, je ne pouvais pas faire autrement que de le placer en narrateur. Puis c'est ce qui fait que le fil conducteur de la bande dessinée m'a permis d'aller dans autant d'années, quoi, qui avait été prédécoupé là, par Nick. Ça nous a vraiment permis d'y aller de façon fluide à travers les années. Puis, comme tu l'as dit tantôt, de faire du bref là, avec une histoire qui était quand même sur plusieurs années. Fait que ça a été un procédé scénaristique assez efficace pour cette histoire-là. Oui, puis en fait, je trouve que, tu sais, je parlais tantôt un peu à la blague, mais de dossier mystère, puis tu sais, c'est un exemple justement où on y va plus dans une présentation un peu d'enquête avec présentation donc, sur une durée un peu, donc un dossier étoffé. Et parallèlement, tu sais, je pense à l'histoire de Julien, où là, on est plus dans une enquête scientifique, mais ciblée sur quand même une période un peu plus brève. Et puis, à la limite, en fait, plus, j'avais presque envie de dire un mystère, mais un peu dans la contemplation. Dans le fond, ton histoire, Julien, si on l'introduit, c'est essentiellement, dans le fond, un ovni qui aurait laissé une espèce de cercle, d'agri-cercle, dans le fond, dans un Ouais, champ, de de marque, là, ouais, Marieville. Ouais. Oui, puis tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce volume-là, ce volume-là, les 5 histoires, c'est tu sais, autant c'est ça, les sujets changent, mais les tons aussi. Puis ça, c'est vraiment Nick. Tu sais, il me disait, je te verrai avec cette histoire-là parce qu'il y a comme un fond drôle un peu, sans être humoristique, mais tu sais, c'est une espèce de gars de région, ça se passe. Puis, tu sais, oui, ils réagissent en ouais, il y a vraiment de quoi de spécial, mais ils en font pas un si gros cas que ça non plus. Là. C'est un peu bizarre la réaction. C'est juste que ah ouais, il y a eu de quoi dans ta cour, on va appeler la police. Puis, tu sais, c'est pas. Ça, je trouvais ça super bon. Puis c'est l'autre qui parle de dossier mystère, mais une grosse référence là, qu'on a utilisée pour mon histoire, c'est il y a une émission, le Caméra 89, qui couvre bien le dossier.
Fait que ça, moi, j'ai vraiment trippé. Ben, on avait les témoins, je me suis même inspiré. On a changé les noms et tout là, pour l'anonymat, mais ils ont quand même les looks assez exacts de ce qu'ils portaient avec les côtes vues harnais dehors et tout ça. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis moi, c'est ça qui me faisait complètement capoter de cette histoire-là, c'est que à un moment donné, tu as les gars de la SQ, tu as l'enquêteur, il parle tout, puis il dit ben ouais, j'ai mon dossier, je suis allé prendre les échantillons, tu as des images, tu le vois, le cercle, puis ça finit juste de. Ben, en tout cas, je ne veux pas trop divulgacher, mais ça finit juste, ben, on ne sait pas trop c'était quoi. Là. C'est comme. C'est ça l'histoire du cercle de Marieville. Fait que ça, je trouve ça vraiment. Ça venait vraiment titiller ma curiosité de. C'est ça que je trouve beau, là. C'est peut-être pas nécessairement les extraterrestres. Puis ça, je pense que c'est important de le mentionner. Tu sais, ces mystères-là, c'est ça qui est le fun. C'est de. Après ça, on en pense qu'on veut, mais qu'il y a des vrais mystères dans notre monde où tout est enregistré, puis qu'il y a des caméras partout, puis qu'il y a des affaires qui se passent dans notre cours, puis qu'on n'a aucune idée c'est quoi. Là. C'est Oui, ça mais qui l'espèce de petit frisson qu'on a, tu sais, on dit c'est comme ça s'est peut-être passé, tu sais, puis c'est comme tu ouais, t'imagines la possibilité qu'il y a un enfant d'extraterrestre, qu'il y a un cercle, qui sont là, qu'on ne sait pas ce qui. Tu sais, c'est comme c'est le petit frisson de la possibilité. Là, ça rappelle un peu aussi les romans frissons quand on était jeune ou autre, tu sais, où on se doute un peu du punch, parce qu'au bout du compte, des histoires d'extraterrestres, Nick le disait d'entrée de jeu, c'est ça. C'est l'idée qu'on ne sait pas. C'est peut-être ça. C'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être ça. Puis c'est ça le plaisir, j'imagine, un peu le côté thriller là-dedans. Et en même temps, toute la période aussi, si on passe des années 80, 90, tu le mentionnais de ton côté, Julien, j'avais l'impression, on est un peu dans un best-of 89, là, où tu as dû te replonger aussi des vieilles ah nouvelles, puis des oui, vieux puis looks. Puis... ben, j'ai fait. Ben, moi, j'ai vraiment aimé. C'était la première fois que je faisais un. Ben, c'est parce que l'autre histoire d'avant, c'était plus 1800. Il y avait beaucoup d'articles et tout ça, mais tu sais, c'était plus dur là, d'avoir des vrais faits où ben, j'ai regardé les looks là, de ça avait l'air quoi, l'île aux grues, etc. Mais là, tu sais, j'avais du vrai matériel. Puis j'ai écrit au Journal de Québec. La fille des archives m'a envoyé c'était quoi la couverture, tout ça. Puis j'ai reproduit la une du lendemain. Puis j'étais super content. C'est des trucs que le monde ne remarquera peut-être pas, mais j'étais comme, ah, OK, ouais. Puis là, c'était dans le temps, les gros drames, c'était la toile du stade qui lâchait, puis des affaires comme ça. Puis, ouais, j'ai vraiment aimé ça, d'ancrer ça. Puis tu sais que ça se passe, c'est ça, en banlieue de Montréal. C'est pas quelque chose. C'est comme une grosse histoire qui se passe chez nous. Puis, j'ai vraiment, ouais, c'était un beau projet, là. C'était trippant. Oui, puis c'est important, autant on parlait dans l'histoire de Guillaume, il faut placer rapidement la relation entre le couple, c'est savoir un peu c'est quoi les enjeux. On n'a pas beaucoup d'espace pour le faire, autant comme toi, côté ambiance non plus. C'est 8 planches, c'est assez condensé, fait qu'on dirait qu'il y a un défi d'efficacité auquel les trois, vous avez été confrontés finalement. Donc, comment on le relève, comment on s'assure, dans le fond, que nos 8 planches, on les a bien rentabilisées, que tous les éléments sont là pour à la fois qu'on comprenne l'histoire, à la fois qu'on saisisse les personnages, qu'on saisisse l'ambiance. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'éléments placés en, je le redis, mais peu d'espace. Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que Nick a fait un pré-découpage pour tout le monde. Donc, au début, plutôt que de recevoir un scénario, on a reçu vraiment un découpage scénaristique. Puis, chaque auteur ensuite pouvait repasser bien de sa touche, améliorer, bonifier le découpage proposé. Puis, d'avoir comme ça 2 regards sur chacune des histoires, je pense que c'est entre autres une des choses qui nous a permis vraiment de faire un travail plus peaufiné sur le rythme qui était super important là, dans ces planches-là. Puis en même temps, ça a permis aussi d'avoir une vision cohérente entre les 5 récits parce que bon, il y a un petit clin d'œil, un retour qui est dans chacune des histoires puis qui a été rendu possible grâce au fait justement que Nick a participé à chacune de ces histoires-là. Nick? Un personnage mystérieux qui vient dans chaque album. On le voit pas. On fait juste savoir que c'est lui qui revient. Et c'est le fun de ramener ça aussi. C'est ça, comme Guillaume disait, j'ai envoyé le squelette de l'histoire. Puis moi, c'était amusez-vous, mettez la viande autour de l'os. Puis le but, c'est amusez-vous. Puis il faut qu'il y ait du fun aussi. C'est pas juste fais ça comme j'ai fait, tout ça. Puis même des moments, j'avais des questionnements. OK, je construis-tu l'histoire comme ça? Je l'ai envoyé quand même, comme celle à Julien. J'avais un questionnement, puis Julien, il a remodelé un peu. Ah oui, c'est encore mieux comme il a fait. Donc, c'est ça qui est le fun. Les auteurs font ça à leur façon. Moi, je fais juste envoyer le gros, l'histoire. Oui, c'est que ça permet à chacun, dans le fond, d'aller pousser, d'aller mettre son style, d'aller mettre sa touche, puis de s'exploser un peu là-dessus parce que, tu sais, au bout du compte, ça devient aussi des vitrines
entre des publications ou en amont de publication, des occasions de découvrir des auteurs, de découvrir d'autres facettes du travail de ces auteurs-là. Je pense par exemple à Guillaume, je ne pense pas que je l'avais lu dans un récit tendance un peu horreur, thriller. À date, tu étais plus dans des récits personnels, humoristiques. C'est un exemple. Est-ce que c'est une façon aussi, puis je pose la question aux trois, Nick, en fait, c'est plus dans ta table quand on regarde Black Rose Saga. C'est comme le côté un peu thriller sombre, métal. C'est un peu dans ta table de couleurs. Et pour les autres aussi, est-ce que c'est des façons de sortir de sa zone de confort, que ce soit dans le contexte d'une courte histoire, que ce soit dans le contexte du genre dans lequel on est, donc le côté thriller, par exemple? De mon côté, c'était pas. Je ne suis pas sorti de ma zone de confort parce que c'était déjà un sujet qui m'intéressait beaucoup. Puis j'avais déjà illustré certains projets là, qui n'ont pas été publiés là, qui concernaient les extraterrestres. Donc, pour moi, c'était plus une façon vraiment de mettre les deux pieds dans un projet sur la thématique extraterrestre qui m'intéressait déjà. Donc, c'est pour ça que je leur en ai parlé un an d'avance. Je voulais m'assurer que j'allais participer au projet. Fait que pour moi, c'est ça, c'était une belle façon de le visiter. Bon, tu l'as un peu dit, je suis plus dans un public jeunesse normalement, donc c'était aussi une façon d'aller voir de l'autre côté, là, voir explorer d'autres facettes que je n'avais pas encore nécessairement pu faire dans mon métier. Ben, des collectifs de même, ça permet aux auteurs d'essayer d'autres styles. Donc, moi, c'était un total nouveau style, utiliser de la trame, des couleurs plus funky que Black Rose qui est sombre, rouge, sang, puis tout ça. Fait que c'est le fun pour les auteurs qui veulent essayer un nouveau style parce que c'est 8 pages, c'est court, c'est pas un album complet. Donc, des collectifs, c'est ça qui est le fun parce que tu t'amuses. Et Nick, on mentionne aussi, évidemment, tu t'es réservé une des histoires également. Sur quoi s'est porté ton choix et pourquoi tu as choisi peut-être celle-là? Est-ce que c'est parce que toi, tu te voyais là-dessus ou parce que tu voyais les 4 autres sur les 4 autres histoires puis que finalement, celle-là, t'es revenu un peu par défaut? Ou... Ben, en fait, pour les 5 endroits les plus hantés, j'ai pris la dernière histoire qui restait. Puis l'histoire que j'ai faite, je l'avais spotée et je dis, crime, j'espère que les autres ne voudront pas l'avoir absolument. Fait que là, j'ai donné leur histoire, puis ils étaient contents. Fait que, OK, ça fait que je peux avoir l'histoire que je voulais faire. Puis c'est sûr, j'ai rajouté un petit peu les garçons, je les ai changés. C'est plus des gars qui écoutent du métal, puis pour m'amuser aussi, comme je disais tantôt. Et j'étais bien content de cette histoire-là parce qu'on voit un extraterrestre. Je voulais vraiment le dessiner dans le vidéo que je voyais. C'est dossier mystère aussi. Puis on voit rien, on voit pas d'extraterrestre. Fait que là, je dis, ah ben, je vais le dessiner comme il le décrit, puis tout ça. Puis je me suis amusé. Oh oui, c'est une belle histoire comme je voulais, puis avec une belle ambiance, avec un tout nouveau style aussi. Oui, c'est une de celles, en fait, tu le mentionnes, où on voit effectivement l'extraterrestre en cours de route. Dans le fond, c'est une rencontre plus physique, entre guillemets, dont ils se souviennent techniquement. Donc, on n'est pas dans l'hypnose non plus ou dans les retémoignages. Et j'imagine que dans ton cas, le défi, tu le dis, dans le fond, il y a des témoignages et des gens qui disent, ben moi, j'ai vu tel type d'extraterrestre, tel faciès, tel... Donc, de représenter ce qui est dit plutôt que de tomber dans l'interprétation culture populaire, dans le fond, purement de cet extraterrestre-là, par exemple. Ben, comme il disait, dans les garçons expliquaient, il y avait les yeux orange. Fait que c'est peu commun pour un extraterrestre d'avoir les yeux orange. Fait que ça, c'était le fun pour moi. Fait que j'ai donné un look quand même extraterrestre, mais en fitant avec ce qu'il me disait. Mais tu sais, je l'ai mis peut-être plus grand qu'il le mentionnait, ça, mais c'est une BD, comme on disait, l'exagération a bien meilleur goût, contrairement à l'alcool. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que chacun a interprété leurs extraterrestres. C'est ça qui est le fun aussi. L'extraterrestre à Guillaume, il n'est pas pareil comme le mien. Puis aussi ceux à Valmont non plus. C'est ça la beauté d'avoir 5 dessinateurs. Puis après ça, dans le fond, on mentionnait justement Valmo, elle, c'est une histoire en forêt, dans le fond, où on a presque une mini course-poursuite, en fait, où on se sauve en automobile, on est un peu dans un autre beat. Oshi, on l'a mentionné, lui est à Place Bonaventure, donc en plein cœur de Montréal. J'imagine après ça, le défi, c'est aussi de voir dans quel ordre, en fait, tu choisis d'ouvrir le récit avec ton histoire, Nick. Donc, on est dans une histoire de rencontre un peu plus classique. On termine avec l'histoire peut-être un peu plus contemplative de Julien, si je ne me trompe pas. Donc, c'est de trouver le bon ordre, le bon agencement pour que les styles puis le type d'histoire qu'on met côte à côte se balancent bien, dans le fond.
Oui, dans le fond, Oshi, c'était sûr qu'il était au milieu puisqu'il y a une page double. Donc, je voulais que ça soit en plein milieu de l'album. Et ça, c'était sûr. Et vu que les styles sont différents, il y en a des humoristiques, il y en a des, comme c'est la Guillaume, c'est l'histoire la plus dark de l'album. La mienne est un petit peu humoristique. Après ça, on tombe à Guillaume qui est vraiment dark. Oshi et ça finit avec Julien qui est plus drôle comme ça. Fait que je voulais pas tout mettre les comiques ensemble, finir dans le dark. Fait que c'est justement avoir différents mots au cours de l'album. Et dans tout ça, en presque terminant, peut-être un peu au niveau palette de couleurs, on parlait dans le fond du fait, bon, le fait que Nick t'était passé sur l'ensemble des histoires, que tu avais un peu apporté des éléments de structure, mais ça donnait d'un point de vue scénaristique, dans le fond, une certaine uniformité à l'album, au collectif. Est-ce qu'on fait un peu le même exercice au niveau couleur? Est-ce qu'on se partage? Est-ce que vous faites des rencontres entre vous autres en cours de création pour dire, ben, hey, moi, je m'en vais vers tes styles, voici une planche, voici une case, voici ma découpe? Comment on fonctionne dans le développement une fois que c'est démarré, ou est-ce que chacun développe un peu de son côté, puis les autres éléments d'uniformité qu'on retrouve sont plus des beaux hasards parce que, dans le fond, la matière première appelait à ce type de couleur, de ton, d'esprit? Dans le fond, on a un groupe Facebook, on se partage nos dessins, tout ça. Fait que c'est le fun de voir l'évolution du travail. Mais c'est sûr, moi, je demande tout le temps de voir, ils reconstruisent un peu leur histoire à leur façon. Je demande de le voir quand même pour savoir, mais c'est souvent parfait à 95%. Et, euh, et c'est tout le temps la belle surprise d'avoir, oh, OK, c'est une solide page. C'est très le fun. Puis même ça me met en doute mon propre travail des fois. OK, c'est pas mal mieux que moi, ça. Fait que je vais retravailler un peu ma planche. Fait que c'est ça qui est le fun avec tous les auteurs ensemble. Et chacun s'aide aussi. Si quelqu'un est embêté sur quelque chose, souvent on se demande de l'aide. Puis moi j'ai starté le projet, mais je dis pas que les autres m'aident autant que je peux leur aider. Fait que c'est ça qui est le fun. Oui, puis j'allais dire, vu que ce projet-là, il était sur une campagne Ulule là, de sociofinancement, fallait montrer une page finale au début euh, pour mettre sur la campagne. Puis ça a aidé, je pense, tout le monde, on savait, ben, autant pour les lecteurs là, qui allaient être intéressés, mais pour nous aussi, c'est OK, c'est ça l'ambiance à Nick, à Valmo, à Oshi. Puis ça donne un ton. Mais après ça, c'est vraiment, je pense, pour ce qui est palette de couleurs, comme tu disais, tout ça, c'était vraiment chaque auteur. Je pense que c'est ça la force même, là, qu'elles sont assez différentes visuellement l'une de l'autre. Puis le petit fil conducteur, outre le scénario, j'ai fait plus le graphisme là, de l'album, puis j'essaie au moins qu'il y ait chacune leur page de présentation. C'est comme une espèce de babillard là, d'enquêteur ufologique. Mais tu sais, ça, c'est tout le temps les mêmes teintes, les mêmes typos. Fait que ça vient faire l'espèce de fil conducteur là, entre le reste qui est super éclectique au final. Je pense que c'est un bel équilibre dans tout ça, des trucs vraiment différents, mais que le tout se tient bien. Parce que c'est pas évident de bien faire un recueil collectif sans qu'on ait l'impression d'avoir un Frankenstein en avant de nous autres, on va un peu n'importe où. Là. C'est un peu l'effet magazine, l'effet Ouais. variété, mais quand on dit OK, on est dans un ton, il faut quand même avoir un peu tu sais, comparativement, mettons, un truc comme Spirou où là, tu t'attends à que ça soit super éclaté ou planche, donc des revues. Là, quand on est dans un ouvrage collectif, il y a plus de volonté, plus de direction artistique sur, dans le fond, un style commun, une ambiance commune à tout le moins, là, que chaque histoire vient piler un peu sur notre sentiment de lecteur, puis sur le petit ouh, le petit frisson. Là. Et D'ailleurs, c'est oui, beaucoup vas-y, Nick. Julien qui a embarqué. Moi, je travaillais sur bière dessinée, donc ça me demandait beaucoup de temps. Et Julien, j'ai laissé carte blanche pour le graphisme et les entrepages, tout ça. Et j'étais bien content parce que j'étais très bien servi par Julien qui a fait une super de bonne job. Fait que c'est quasiment le mien que j'ai starté, oui, mais lui, il a continué la roue à faire rouler le moulin. Et est-ce que vous avez envie, après donc les lieux les plus hantés, les plus grands mystères extraterrestres, est-ce qu'il y a d'autres concepts de collectifs que vous aimeriez pousser dans les années à venir? J'aimerais aller dans des biographies aussi avec les 5, dans le type 5. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé un autre sujet. Je ne veux pas le dire tout de suite. Là, c'est sûr que j'ai beaucoup de pain sur la planche. J'aimerais
je n'ai pas sorti de 5 cette année, un album collectif, mais j'aimerais l'année prochaine, l'automne prochain. Ça dépend comment j'ai du pain sur la planche. Et ça serait le fun. Je vais revenir bientôt avec de quoi de nouveau là-dessus. À suivre, donc. À suivre, oui. Alors, donc, je rappelle, l'album dont on a parlé, c'est du côté des éditions Sawin. Ça s'appelle Les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. C'est un collectif avec Valmo Hoshi, Julien Dallaire-Charret, Guillaume Demers et Nick Michaud. Alors, Nick, Guillaume, Julien, merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci, Raymond.